Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la première émission à 6 voix. Nous sommes avec tous les étudiants de l'ESSEC sur notre plateau à Villeurbanne. Nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup débat, l'intelligence artificielle dans le monde du doublage. Depuis des décennies, des comédiens prêtent leur voix à des personnages, un métier qui demande du talent, de la pratique et beaucoup de travail. Aujourd'hui, ce métier se sent de plus en plus menacé par l'arrivée de nouvelles technologies capables d'imiter les voix humaines. Le collectif #TouchePasMaVF défend d'ailleurs le doublage français face à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors une question se pose, l'intelligence artificielle et le doublage vers un conflit déjà perdu ou une future collaboration? Pendant cette demi-heure, nous recevrons Damien Laquet, un comédien de doublage, Thomas Boudier, un avocat spécialisé en droit numérique, et Benjamin Large, cofondateur d'une société de post-production. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur l'histoire du doublage. Comment cette pratique est-elle née et comment a-t-elle évolué au fil du temps? Le doublage apparaît à la fin des années 1920 avec l'arrivée du cinéma parlant. Avant cela, les films muets circulaient facilement à l'international grâce aux intertitres traduits. Mais avec le son, la langue devient un véritable obstacle à la diffusion des œuvres. Les studios testent alors différentes solutions. Version tournée en plusieurs langues, sous-titrage, mais le doublage s'impose rapidement comme la méthode la plus efficace. Malgré ses limites, le doublage permet aux films de voyager et de toucher un public plus large. Des studios dédiés voient le jour et le doublage devient progressivement un métier à part entière, avec ses propres techniques et exigences artistiques. Peu à peu, des comédiens se spécialisent dans cet exercice. À partir des années 40 et 50, le doublage se perfectionne. La synchronisation labiale s'améliore, les traductions deviennent plus naturelles et la qualité sonore progresse. Dans les années 80 et 90, l'arrivée du numérique marque un tournant majeur. Le son gagne en précision, la direction artistique prend une place centrale et les comédiens cherchent une interprétation toujours plus juste et crédible. Aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche, l'intelligence artificielle. L'IA est capable de cloner des voix, de modifier la synchronisation labiale ou même de générer des doublages automatiques dans plusieurs langues. Ces technologies soulèvent de nombreuses questions éthiques, notamment sur la place des comédiens et la protection des voix. Si l'IA offre des outils puissants, le doublage reste avant tout un art humain, car derrière chaque voix, il y a une émotion, une intention et une sensibilité que la technologie peine encore à remplacer. Comme on le voit dans le sujet, pour transmettre de bonnes intentions, il faut respecter le comédien. Il faut un bon comédien également. Pour en parler, nous accueillons maintenant Damien Laquet et Thomas Boudier. Bonjour Damien. Bonjour Thomas. Installez-vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, Ouais. merci beaucoup. Damien, on vous connaît grâce à votre voix. Vous êtes actuellement à l'affiche des spectacles Un petit coup de blues, Comme tomber du ciel et Accident de parcours. Mais j'imagine que ce n'est pas tout. Dites-nous, comment devient-on un comédien de doublage? Alors, merci beaucoup déjà de parler des spectacles, en sachant que j'ai aussi d'autres spectacles, parce que c'est l'amplitude de notre métier en tant que comédien qui fait que l'on peut glisser en fait dans le monde de la voix. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être comédien voix, il faut être comédien tout court. Lorsque l'on devient comédien, on peut faire des voix off, donc ce que je fais aussi, donc c'est-à-dire des voix de publicité, des voix pour des jeux vidéo, des voix pour du film corporate, mais aussi pour du doublage, ce qui un petit peu carrément touche votre sujet aujourd'hui. C'est très intéressant, merci. Thomas, vous êtes avocat spécialisé en droit numérique. Racontez-nous votre parcours. Oh, c'est assez classique. J'ai commencé la fac de droit à Montpellier en 2007. Après 2 ans, je suis parti faire une formation spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et droit des affaires appliquées au numérique à Poitiers. Je suis revenu à Montpellier passer l'examen du barreau et après je suis arrivé à Lyon pour les différents stages qui m'ont amené à rester dans cette ville après pour exercer cette profession avec un volet, comme vous l'avez dit, effectivement essentiellement orienté sur la propriété intellectuelle et le droit du numérique. C'est très inspirant. Je pense que vos parcours ont de quoi résonner chez des jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, on parle énormément d'intelligence artificielle. Damien, dans le cadre de votre métier, quand est-ce que vous avez découvert l'existence de ces technologies capables d'imiter des voix humaines? Au final, c'est il y a peu de temps, puisque c'est allé très très vite.
Il y a quelques années, on nous a parlé de l'intelligence artificielle, notamment dans les films corporate. Ce qu'on appelle corporate, c'est des films soit de formation, soit un peu plus documentaires, qui demandent beaucoup moins de nuances, beaucoup moins de jeu de la part des acteurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre la voix d'un acteur, quel qu'il soit, et de le mettre dans une machine et de pouvoir recréer ce que la personne lui demandait par écrit, et d'avoir la même voix, en fait, qui rejouait exactement la même chose, avec des nuances qui étaient quand même assez fragiles encore pour le moment. Et tout d'un coup, ça s'est accentué et on s'est rendu compte que la machine allait beaucoup plus vite que l'homme par rapport à ça, au développement. Mais ça date d'il y a quelques années uniquement. Mais on peut vraiment parler d'une accélération ces 2-3 dernières années. Très bien. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que cette technologie, elle représente une menace réelle pour votre métier, ou est-ce que vous pensez quand même que c'est quelque chose d'encore assez marginal? Non, non, comme je dis, ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. Et en fait, on le ressent sur plusieurs choses. Déjà, par rapport au film corporate dont je vous parlais, où là, on cherche beaucoup moins de nuances par rapport aux comédiens. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, on utilise aussi notre voix pour d'autres choses. Euh, et comme il y a une surconsommation sur les réseaux sociaux de films, on ne cherche même plus à savoir connaître la valeur et l'originalité des éléments, que ce soit même pour l'image, parce qu'on parle beaucoup de la voix ici, certes, parce que c'est le sujet, mais ça concerne aussi l'image, que ce soit la vidéo ou la photo. Il y a deux éléments qui sont essentiels. C'est déjà de savoir qu'on risque d'être remplacé pour des projets de plus en plus ambitieux, et en plus de ça, d'utiliser notre voix. Donc, c'est-à-dire, en fait, notre domaine, c'est notre domaine intellectuel propre. C'est un peu comme une violation, en fait. Et utiliser notre voix alors que nous n'en avons pas donné l'autorisation, c'est là où on rentre aussi dans le côté légal de la chose qui est très limité. Justement, ce que j'allais dire, c'est que ça englobe aussi un enjeu important, du coup, le cadre légal. Donc Thomas, est-ce que la loi, aujourd'hui, elle protège réellement la voix d'un comédien? Oui, alors en fait, il ne faudrait pas imaginer qu'effectivement, la problématique en soi n'est pas tout à fait nouvelle non plus, hein. Il y a plusieurs fondements que je vais vous présenter désormais, mais vous avez également des décisions de justice depuis des dizaines d'années sur ces sujets. Alors, comme ça a été dit par Damien, effectivement, il y a déjà tout un volet qui découle en fait de l'atteinte à la vie privée, et on va retrouver greffé sur la protection de l'image également une protection de la voix de la personne à partir du moment où elle a été diffusée réenregistré, réutilisé sans son consentement. Donc on a déjà une sorte de fondement un petit peu généraliste. Et puis après, on va trouver différents fondements qui peuvent venir encadrer les différents aspects, les différentes facettes de cette exploitation. Je pense également à plusieurs fondements pénals qui ont même eu tendance à s'enrichir ces dernières années. On a des infractions maintenant sur la réutilisation de la voix dans des hypertrucages ou deepfakes en anglais. Vous avez un volet qui serait plus économique, où on peut envisager des actions plus sur un fondement de la concurrence déloyale. Je m'en explique. C'est-à-dire qu'on va considérer que réutiliser la voix de qui que ce soit, mais a fortiori d'un comédien ou d'un artiste de doublage, ça peut poser une difficulté de concurrence dans la mesure où ça permet à une entreprise éventuellement de faire des économies substantielles en n'embauchant pas des personnes. Donc ce volet économique, il est pris en charge. Il y aurait toujours une possibilité au titre du RGPD, puisque la voix reste un élément identifiant de la personne. Et enfin, pour ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la protection des artistes-interprètes au titre des droits voisins du droit d'auteur. Alors, droit voisin, car voisin du droit d'auteur au sein de la propriété intellectuelle, qui permet à un artiste d'avoir des droits sur son interprétation, quand bien même il n'aurait pas de droit sur le texte ou la chanson qu'il interprète, pour la bonne et simple raison qu'il n'en est peut-être pas l'auteur, mais il a des droits sur l'interprétation qu'il a fait de ce texte. Donc, en soi, en tout cas, si on présente les choses sous un angle théorique, on ne peut pas vraiment constater de carence, tout en considérant, ou en tout cas constatant qu'il y a quand même des projets de loi, soit en France, soit à l'étranger, qui visent à étendre cette protection. Il y a des choses qui sont au Danemark, par exemple, pour considérer un droit de propriété intellectuelle sur la voix. On n'a pas vraiment de certitude que demain ça pourrait être intégré en France.
Et puis, je crois que tu voulais reprendre la parole. Oui, c'est ça. En fait, il y a des démarches qui sont effectuées, notamment, vous parliez tout à l'heure en fait de Touche pas à ma VF, et également des associations dans lesquelles je suis, qui s'appellent Voix.fr, représentées entre autres par Patrick Cuban, et en fait des gens qui sont montés au credo par rapport au gouvernement pour justifier juridiquement en fait de notre propriété. Parce que là, on parle maintenant de l'échelon international. C'est-à-dire qu'en fait, merci beaucoup pour le logo de Touche pas à ma VF. Et en fait, c'est juridiquement encore compliqué. On le voit à l'international parce que l'utilisation de votre voix peut être récupérée en fait dans un pays, utilisée dans ce pays-là et ensuite rebalancée en fait sur Internet. Et là, c'est là où on est très limité. Vous parliez des droits tout à l'heure. Il y a des juridictions qui existent, comme l'ADAMI, comme la SACD, comme la SACEM, pour les droits de musique aussi. Il faut savoir que l'ADAMI, qui nous représente ici en droit d'image ou de voix en France, ne s'étale pas non plus à l'international. Donc en fait, voilà, c'est la limite des frontières, c'est cette limite fatale des frontières. Oui, ce droit des artistes-interprètes, même s'il n'est pas franco-français, effectivement, n'est pas forcément universel non plus. Et il faut reconnaître, mais là, on tombe dans un deuxième volet qui est, oui, il y a des régimes juridiques qui existent et théoriquement, ce que je vous présente peut être observé. Par contre, en pratique, on va rencontrer assez régulièrement des problématiques de preuve et on va rencontrer la problématique que quelle est la possibilité concrète pour un comédien de doublage français d'agir demain contre une entreprise située en Inde, en Chine ou en réalité de n'importe quel autre pays. L'observance de ces droits, on le voit bien en pratique, sera tout de même assez limitée si elle n'est pas encadrée justement à travers des collectifs et des organismes de gestion collective. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'avant de continuer ce débat, il faudrait comprendre réellement comment le métier de comédien fonctionne. Pour cela, les étudiants de l'ESSEC sont allés dans un studio à Anatole, à Vèze, pour faire un reportage. Je pense l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est à la fois intéressant, à la fois inquiétant. Je dis inquiétant dans le sens où ça a fait beaucoup de bruit au début, on en a eu très peur, au tout début. Je parle surtout par rapport aux comédiens de voix. On est assez sûr que, les voix en tant que telles ne seront pas reproduites par de l'IA, du fait des normes qui vont arriver, du fait des règles qui vont s'imposer. Il y a un énorme, agglomérat, enfin, il y a une grosse défense des versions françaises, pour, la protection des voix. Là où je trouve que c'est intéressant, par contre, c'est toutes les parties qui vont être en amont et en aval de l'enregistrement qui vont être fluidifiées parce qu'on va utiliser certains outils qui ne seront pas forcément de l'IA à proprement parler, mais qui vont être des outils qui seront un peu plus poussés pour nous aider à faire des préparations, pour nous aider à faire du montage ou pour nous aider, en tout cas, dans toute la partie plus technique et moins artistique. Mais ce qui est sûr, c'est que nos voix aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles seront remplacées, en tout cas, je ne l'espère pas. Et je trouverais ça dommage, et je pense que personne n'a envie d'écouter un doublage fait par de la voix générative, surtout que c'est encore très mauvais. Mais par contre, il y a pas mal d'étapes qui vont être un peu plus simplifiées avec des outils, sans dire de remplacer des métiers, mais qui vont aider certains métiers. L'IA a assez peu d'impact aujourd'hui en termes de finalité, parce qu'on garde quand même des profils qui sont créatifs et marketing, à part nous donner des petites idées, des petites insights, comme on aime bien dire dans le milieu, ça ne nous a pas trop changé la vie pour l'instant. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une volonté de notre part, de ne pas l'utiliser peut-être, enfin, je ne sais pas dans quel sens on peut se mettre, on va essayer de ne pas trop l'utiliser dans des fins créatives, parce qu'on sait déjà que les IA génératives ont quelques manquements encore aujourd'hui en termes de finalité, et surtout qu'elles se voient encore trop. Et du coup, c'est une volonté aussi de ne pas transférer l'image d'un studio à ah putain, ils ont utilisé l'IA pour promouvoir quelque chose. On voit que c'est un travail très précis qui demande beaucoup de coordination entre les ingénieurs du son, les directeurs artistiques et les comédiens.
Thomas, est-ce que vous pensez que les productions pourraient être tentées d'utiliser l'IA pour des raisons économiques? Je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à ça. Après, j'imagine d'évidence, toute source d'économie est toujours bonne à prendre, surtout dans un contexte où les budgets sont probablement toujours plus tendus. Et puis bon, on sait qu'il y a toute taille de production. Pour moi, la réponse, elle est évidemment oui. La tentation, elle est là aujourd'hui, et elle sera là demain, et elle le sera d'autant plus que ces outils sont de plus en plus faciles d'accès. Et selon vous, Damien, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que comédien, que l'IA ne pourra jamais vraiment remplacer? Alors, c'est un petit peu présomptueux de penser que l'humain n'est pas remplaçable maintenant, vu à l'allure où ça va, mais je pense quand même, je pars du principe que, m'intéressant un tout petit peu à l'IA, je sais qu'il faut rentrer un maximum d'informations qu'on appelle les prompts. Est-ce que ce n'est pas, au bout d'un moment, au final, une perte de temps d'essayer de rentrer un maximum d'éléments, de détails pour que l'IA interprète quelque chose que l'on veut? Est-ce que c'est pas plus simple de diriger un humain, en fait, et surtout plus rapide? Donc, on parlait de coûts. Donc, c'est vrai. Moi, je pense que les producteurs n'auront pas peur de nous remplacer. Ils n'auront pas de principe par rapport à ça. Mais je veux encore croire. Alors, je vis dans une utopie la plus totale. Très souvent, je parle, vous savez, de ces supermarchés. Pardon, hein, je fais une déviance un peu par rapport à ça, mais en fait, les hypermarchés commençaient à remplacer les commerces, les marchés commençaient à se vider, etc. Et tout d'un coup, on est revenu aux fondamentaux. C'est-à-dire que les hypermarchés se portent très mal, d'après ce que j'entends. Hein. Je ne travaille pas dans le milieu, mais et que les marchés retrouvent leur public et leurs clients. Et je pense qu'on peut revenir à ça aussi rapidement en se disant, bon, ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie, ça prend beaucoup d'espace aussi, parce que tout ça, enfin, l'IA, là, on l'essaye avec des IA dont je ne citerai pas le nom, chez soi ou avec pour s'amuser, entre guillemets. Mais lorsqu'il va falloir faire un vrai gros travail avec un gros doublage, etc., mais c'est une machine qui va être énorme, puisqu'il va falloir un maximum de données. Il faut savoir en fait qu'actuellement, il y a des comédiens comme Johan Sauver, entre autres aussi, que je connais bien, à qui on a pris la voix et qu'on a utilisée à travers l'IA pour faire dire des choses terribles. Donc sa voix dit des choses terribles qu'il n'a jamais dites de sa vie. Est-ce qu'on va se limiter à ça, c'est-à-dire que ça va devenir un amusement, ou est-ce qu'on va vraiment avoir des résultats dignes de ce nom? Je veux encore croire que les gens vont se dire non, ça prend beaucoup trop de temps, c'est trop pénible, on n'arrive pas à avoir l'instinct humain. Voilà. Très bien, merci. Pour compléter ce débat, accueillons maintenant Benjamin Large. Contrairement à certains, il considère que l'IA peut être un atout plutôt qu'une menace pour le doublage. Bonjour Benjamin, installez-vous. Benjamin, vous êtes cofondateur d'une société de post-production. Vous semblez avoir une vision plutôt positive de l'IA. Est-ce que vous l'utilisez au quotidien et pour quel usage? Oui, bonjour. Alors une vision positive, je ne sais pas forcément si c'est très positif, c'est juste en tout cas j'ai une vision de la boîte de Pandore a été ouverte et maintenant elle est là, et le fait est qu'elle est là. Après, je pense que depuis le début, il y a une séparation qui a été faite et qui est bien précisée. C'est si on parle de doublage effectivement ou si on parle de voix off, de pub ou de film de corpo par exemple. Dans la partie film, corpo ou pub, c'est trop tard. C'est déjà fait. Je pense que vous pouvez confirmer aussi. Les voix sont déjà remplacées au quotidien par des voix off IA et qu'on génère avec les outils d'IA. Et maintenant, malheureusement, c'est même plus une considération de mettre le comédien. C'est dans les budgets qui sont actuels, on passe directement avec le budget IA. Après, dans le doublage plus spécifique de doublage de voix de comédien, on y arrive, je pense. Après, ce que j'ai entendu juste avant de rentrer, je pense que c'est ça le vrai débat. C'est est-ce qu'on va vouloir aller à une économie de moyens le plus possible, économiser de l'argent, ou est-ce qu'on veut garder une certaine forme d'artisanat et d'humain ça. Après, je ne suis pas spécialement positif, je suis juste... j'ai l'impression plus réaliste sur le fait que maintenant c'est là et de toute façon, il va falloir vivre avec. Donc, Si
si je peux me permettre de compléter quelque chose par rapport à ce que j'entends, et là je vais rebondir sur Thomas, en fait, c'est que ça va être très lié au juridique, en fait, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que 95, 99, pour ne pas dire 99% des comédiens voix ne souhaitent pas que leur voix soit utilisée avec de l'IA. L'IA, on sait comment ça fonctionne. On la comble de nourriture et elle peut l'utiliser après, à mauvaise ou bon escient. On est d'accord ? En revanche, c'est le vol de notre voix qui est compliqué. Ce n'est pas forcément ce que l'IA va en faire, c'est le fait qu'on nous vole notre voix. Encore une fois, on parle de propriété intellectuelle. Et en fait, c'est ça. Du moment où, si juridiquement on est couvert, où on dit à un producteur, tu n'as pas le droit de prendre cette voix-là, de la récupérer d'un film, d'une voix off, d'une pub ou quoi que ce soit, parce que tu n'as pas le droit de l'utiliser, parce qu'elle appartient à quelqu'un qui ne veut pas que tu l'utilises. Nous, si les comédiens, on joue le jeu en disant, en signant un contrat, je ne veux pas que ma voix soit utilisée pour l'IA, si l'IA n'a plus rien à offrir, en fait, ça va être très compliqué, ça va forcément la freiner. La base, elle est là, elle est d'abord juridique. Peut-être pour rebondir effectivement sur tes propos, Damien, en fait, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on manque de fondements juridiques. En soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt maillé selon les différentes utilisations et les différents aspects de la voix. Par contre, on a peut-être un arsenal qui est complet, mais qui est peut-être un petit peu défaillant, notamment pour des questions de preuve. Et moi, en faisant mes recherches pour préparer l'émission aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est des comédiens qui effectivement ont l'impression, l'intuition, ou parfois la certitude que leur voix a été réutilisée, mais sont dans une grande difficulté qui est de pouvoir démontrer que tel ou tel opérateur d'intelligence artificielle a utilisé leur voix. Et il faut signaler un projet de loi qui est actuellement en cours, en discussion au Sénat. Alors, avec toute la difficulté de savoir si ce projet de loi demain va devenir une loi, s'il va devenir une loi à l'eau tiède parce que la loi aura subi un certain nombre de modifications au cours de la navette parlementaire, ça on n'est pas capable de le dire aujourd'hui, mais qui introduit une inversion de la charge de la preuve et qui va imposer aux différents opérateurs d'intelligence artificielle de déclarer les sources qu'ils utilisent pour entraîner notamment leurs algorithmes. Donc c'est-à-dire que demain, on aura une présomption simple sur laquelle tout est utilisé et ce sera, en fait, le but c'est d'obliger l'opérateur à déclarer effectivement les bases de données, de textes, d'images, de voix qu'il a utilisées, de façon à pouvoir simplifier des actions et ne pas renvoyer ces doubleurs qui, encore une fois, même s'ils ont des fondements juridiques à disposition, sont plutôt mal armés. Demain, on imagine la complexité pour un doubleur d'actionner OpenAI, d'actionner Anthropic et les milliers d'autres sociétés qui, effectivement, sont dans ce champ très buissonnant de l'intelligence artificielle. On voit donc quand même deux visions par rapport à cette situation, une certaine inquiétude du côté des artistes et quand même une opportunité technologique pour certains professionnels. Je vous pose quand même la question à tous les trois. Dans 10 ou 20 ans, qu'est-ce que vous pensez que le doublage va devenir, Damien ? On ne savait même pas qu'il y a 3-4 ans, on ne savait même pas que l'IA allait arriver comme ça à grands pas. Encore une fois, de toute manière, ce métier évolue, a toujours évolué. C'est-à-dire qu'avant, il y avait... le doublage ne se passait qu'à Paris, en France, je parle, on ne doublait qu'à Paris, dans des gros studios, etc. Puis ça s'est développé un tout petit peu dans d'autres villes, et puis surtout, ça s'est développé après en Belgique, au Maroc, en Espagne, avec des voix françaises, évidemment. Je ne saurais dire, vous savez, moi j'ai commencé ce métier il y a 25 ans. Il y a 25 ans, toutes les voix que l'on enregistrait se faisaient en studio, de manière physique. Et puis, il y a quelques années après, il y a ce qu'on a créé, des home studios. Il y a des gens qui ont créé des home studios, ça veut dire des studios chez eux qui permettent de faire des voix à distance parce que les connexions Internet sont développées, parce que, voilà. Donc ça, on ne pensait pas que ça allait arriver non plus. On s'est dit non, mais c'est bon, c'est un effet de mode. Et puis, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est même devenu une vraie concurrence pour nous, les voix off, etc. Et pas déloyale, une concurrence réelle, mais avec des prix aussi qui ont baissé, donc avec une économie de marché qui a bougé. Et si on savait un jour qu'on allait peut-être nous remplacer par une machine, est-ce qu'on aurait pu anticiper quoi que ce soit ? Non, de toute façon, ça aurait été compliqué. Donc, encore une fois, je vais rester optimiste en me disant que les valeurs vont changer, que les fondamentaux vont revenir, en fait, sur les besoins de comédiens de doublage. Mais ça va bouger dans tous les cas, oui, c'est sûr. Et vous, Benjamin ? Moi, je pense que dans 10-20 ans, le métier existera encore, même le métier humain. Non, de toute façon, je pense que l'IA, moi, si on peut avoir le problème fondamental que je trouve avec l'IA, c'est qu'il va
juste agrandir le fossé. Il va y avoir une, une, euh, une classe qui fait de l'artisanat, selon moi, où on va vouloir garder justement, mais que ce soit en voix ou en création d'images ou de vidéos, on a toujours fait des choses de manière plus compliquée, par exemple dans la vidéo, parce qu'on voulait le faire de la manière compliquée. On a toujours voulu garder de l'humain, et enfin, c'est comme acheter une assiette à Ikea ou acheter une assiette chez une céramiste je pense qu'il y aura toujours cette volonté d'avoir le côté artisanal et le côté humain. Il va de l'autre côté y avoir l'économie et le plus rapide, et où là, on va utiliser les outils et ça va se faire par des machines. Et ceux qui, malheureusement, vont souffrir, c'est le milieu où, avant, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient vivre autour de ça, qui, maintenant, vont un peu disparaître, je pense. Et si je peux me permettre de rajouter une chose, tu viens de toucher le doigt à quelque chose, c'est l'économie. En fait, je pense que l'IA sert aussi de levier de négociation. Au-delà même du mal direct qu'il nous fait en prenant en fait nos voix ou en prenant des images d'un réalisateur ou d'un photographe, c'est un levier de négociation. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, de manière très brutale, maintenant on me dit, tu le fais à ce prix-là ou ça sera l'IA. Et, Voilà. et vous, Thomas? J'ai peut-être un avis moins spécifique sur le doublage. Après, on connaît exactement les mêmes débats et les mêmes sujets actuellement dans un certain nombre de professions, dont la mienne, où effectivement il y a un peu des camps qui se créent entre des enthousiastes presque excessifs de l'IA qui veulent tout passer à l'IA le plus rapidement possible, et d'autres qui sont peut-être comme les dinosaures qui attendent de voir où la comète va tomber, quoi. Donc, moi, je ne crois pas qu'effectivement, je pense pas qu'on est tous condamnés à une obsolescence extrêmement rapide sur ces sujets. Comme l'a dit Benjamin, il y aura toujours des faiseurs, il y aura toujours des gens qui cherchent le supplément d'âme, et moi je pense qu'on va assister pour le coup peut-être à une distinction plus forte, avec une vraie fausse labellisation de gens qui veulent faire de l'art IA-free, quoi. Et dans ce cadre-là, ils feront du film, ils feront du documentaire sans avoir recours à des outils d'IA, parce qu'ils voudront garantir de bout en bout qu'effectivement l'œuvre qu'ils ont créée est bien une œuvre artistique 100% humaine et pas une œuvre complétée, augmentée par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pardon. Non, j'allais rebondir sans. Allez-y. Non, je veux juste un point. C'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a déjà on voit déjà par exemple dans le monde de la publicité des très grosses sociétés de production de publicité où un argument de vente maintenant en début de publicité, c'est cette pub a été réalisée sans IA. On est déjà arrivé dans le truc où ça redevient un argument de ne pas utiliser l'IA qu'ils ont contribué grandement à mettre en place avant. D'ailleurs, Thomas, comment sensibiliser les consciences pour distinguer si un contenu est généré par une IA ou non? Et est-ce que du coup, avec ça, vous pensez que l'IA pourrait devenir un outil dans le domaine du doublage? Mais encore une fois, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous répondre là-dessus. Après, je crois qu'il y a une attente. Je pense d'un côté, il y a une attente de transparence, et de l'autre, moi, je constate quand même que le cerveau humain est plutôt bien fait, parce que la plupart des gens, alors je sais que vous allez peut-être nous tester sur ce sujet juste après, mais la plupart des gens arrivent quand même à distinguer encore ce qu'est une image générée par l'IA, ce qu'est une voix générée par l'IA, et on voit que toutes les trends, notamment sur l'image, qui ont pu apparaître ces dernières années, très rapidement, les gens s'en lassent, parce qu'en fait, il n'y a pas de travail humain derrière, donc en fait ça n'est que finalement le travail d'une machine. On peut trouver ça sympa une fois, deux fois, et puis après en fait on n'y accorde pas l'importance, on ne va pas y accorder le génie que l'on pourrait trouver au travail d'un autre humain. Donc moi je pense assez fortement qu'il y aura quand même un nombre croissant effectivement de personnes qui sont en attente de quelque chose de déIAisé, notamment dans leur rapport à des œuvres artistiques. Est-ce que c'est le rapport qu'ils vont avoir avec une œuvre de commande publicitaire, par exemple, pour un film corporate? Probablement pas sûr, et peut-être que l'attente à ce niveau-là est moindre, mais pour moi, il doit y avoir quand même le Bordeaux dont tu parlais me semble tout à fait pertinent. Je pense qu'il doit y avoir quand même des éléments qui montrent comment on a réalisé. On doit, à mon avis, aller vers une meilleure traçabilité, une meilleure capacité à décomposer finalement le produit filmique, cinématographique. Damien, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un dernier mot? Avant de vous quitter, Avant de nous déjà, quitter, malheureusement. je suis puni. Un dernier mot. Encore une fois, grâce à des personnes comme Patrick Human, Brigitte Lecordier, etc., qui font partie de l'association, touche pas à ma VF. En fait, nous sommes défendus juridiquement. Enfin, ils montent au credo
auprès du gouvernement. Donc merci à eux. Merci à vous, je dirais au public, de regarder encore et de faire attention à ne pas vous faire absorber par cette nouvelle génération de l'IA. Mais on parle beaucoup de la voix parce que c'est le thème, mais je pense qu'on peut aussi défendre encore une fois l'image, les photographes, les réalisateurs, qui eux aussi artistiquement ont besoin des humains. Et peut-être qu'aussi on va facilement nous remplacer physiquement, parce que comme vous le dites, je ne fais pas que de la voix, je fais aussi du théâtre. Et, alors il n'y a qu'au théâtre pour le moment où on ne sent pas. Si, c'est intéressant. Le théâtre, maintenant, c'est les auteurs qui sont impactés par l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui sortent de terre, écrits principalement par de l'intelligence artificielle. Mais je reviendrai peut-être en parler une autre émission. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission à 6 voix. On se retrouve à 15h30 sur YouTube et Twitch pour un nouveau sujet en compagnie de Tristan Dorier, cette fois-ci consacré à l'envers du piratage sportif. Damien, Thomas, Benjamin, merci beaucoup pour vos témoignages et vos éclairages sur ce sujet. L'intelligence artificielle continue de se développer et pose encore beaucoup de questions, notamment pour le domaine créatif. Une chose est sûre, le débat ne fait que commencer. Très bon après-midi à tous.